Dès le début de la colonisation de la Réunion, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, la puissance publique constate qu'elle a besoin de main-d'œuvre pour assurer la construction et l'entretien des infrastructures publiques. Suite à la faillite de la Compagnie des Indes orientales, lorsque les administrateurs de l'État reprennent la possession de l'île en 1767, ils constatent cet atelier colonial qui est existant, il reste à peu près une centaine d'esclaves, et ils décident donc de poursuivre dans la politique menée par la Compagnie Main des Indes. Les Noirs de l'atelier colonial ont dans l'ensemble eu le statut d'esclaves. En ce sens, la colonie peut acquérir ses esclaves comme un particulier. Ça peut être dans le cadre de la traite négrière main légale par l'achat directement auprès d'un armateur. Deuxième possibilité, c'est l'achat d'esclaves auprès d'un particulier. La troisième façon aussi de la couronne d'acquérir des esclaves, c'est par la reproduction naturelle. Certains parmi eux peuvent prétendre à l'affranchissement. Il y a le cas par exemple de Charlot. C'est un esclave qui a été affranchi courant 1776, mais manifestement cet affranchissement était moins préparé, il n'avait pas de profession, et il s'est retrouvé manifestement dans une situation délicate, au point qu'en 1782, dans les registres, il est reconnu comme étant encore nourri et logé sur l'atelier colonial de la couronne. Le roi, Louis XVIII, va adopter une ordonnance royale qui sanctionne très fortement les navires français qui poursuivent la traite négrière dans l'océan Indien ou dans l'Atlantide d'ailleurs. Les captifs qui seront capturés par les autorités françaises sur ces navires eh bien, seront restitués à la puissance publique pour, le texte dit, exercer des travaux d'utilité publique dans les colonies. Le gouvernement de Louis-Philippe va adopter une loi, le 3 mars 1831, qui va sanctionner très fortement les armateurs, les subrécargues ou les capitaines de navires négriers. Mais surtout, le texte va bien préciser que les captifs qui seront saisis sur ces navires auront le statut immédiat de libre. Et le texte précise même qu'ils devront obtenir le statut d'engagé pour une durée de 7 ans. Ces populations qui ont été déportées par des traitants négriers pendant cette période sont des populations très fragiles sur le plan physique et il y a de nombreuses maladies qui vont les frapper pendant cette période et il s'avère qu'en fait le taux de mortalité est extrêmement élevé. En 1846 et 1847, Louis-Philippe, le roi de France, va adopter 2 ordonnances pour affranchir les esclaves des ateliers coloniaux. De facto, il ne restera plus que les engagés, saisis sur des navires négriers pendant la période de l'interdiction de la traite et qui ont continué à signer des contrats tous les 4 ans dans la colonie pour exercer les fonctions diverses et variées de l'atelier colonial. Alors, on peut les retrouver à l'hôtel du gouverneur. Ils exercent par exemple comme pions ou 1 ou 2 femmes comme cuisinières, comme couturières. On les retrouve aussi à l'intendance, on les retrouve au bureau des douanes. J'en ai même trouvé dans les tribunaux. Mais le gros des effectifs, au bout du compte, se retrouve dans l'administration du génie militaire, qui devient administration des ponts et chaussées en 1808. La puissance publique dans la colonie a besoin de construire et d'entretenir des infrastructures. Que ce soit des bâtiments publics divers et variés, mais aussi surtout les infrastructures de communication, les routes et les ponts en particulier. 50 à 60% des Noirs de l'atelier colonial sont utilisés au sein de cette administration des ponts et chaussées. On constate un certain nombre de résistances diverses et variées. On a des registres disciplinaires, des sanctions qui sont prises contre ces esclaves. Le marronnage constitue aussi une défense possible pour ces captifs. Certes, le marronnage est un peu moins important sur l'atelier colonial que sur les domaines des particuliers. 2 cas que j'ai trouvé très intéressants, c'est Azor et Janvier.
Je les ai trouvés à deux époques moins différentes, l'un dans les années 1770 et l'autre dans les années 1820, qui sont deux Africains d'origine. Ils sont reconnus comme Cafres, donc c'est-à-dire venant d'Afrique de l'Est, et qui vont marronner quelques jours après leur arrivée sur l'atelier colonial, mais surtout ne vont jamais être retrouvés. Ce n'est pas du marronnage de proximité, c'est sans doute du marronnage dans les hauts de l'île, dans les cirques intérieurs de l'île, et sans doute ont-ils retrouvé des frères et des sœurs de leur nation qui étaient déjà en marronnage, et je l'espère pour eux, ont retrouvé une forme de liberté.